Le cercle RH, on parle du management bienveillant. Est-ce que c'est un mot valise? Est-ce que c'est un concept fourre-tout? On y met un peu tout et n'importe quoi. On va en parler parce que c'est quand même une réalité. Les salariés réclament à la fois de la bienveillance et on le verra de la reconnaissance, qui est un autre sujet, parce qu'il est lié. On fait le point avec mes invités. C'est un sujet à la fois très concret puis très philosophique. Élodie Molossa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Coach en développement personnel et d'entreprise dans Ma Bonne Fée. La fondatrice était venue sur notre plateau pour en parler. À vos côtés, Mathias Leboeuf, docteur en philosophie. Bonjour Mathias. Et vous écrivez dans pas mal de revues, grand public d'ailleurs, et vous avez traité cette question de la bienveillance et du management bienveillant. On vous écoutera dans quelques instants. Et puis Kevin Bourgeois, un habitué de l'émission. Bonjour Kevin, vous êtes le fondateur, le CEO de Supermood. C'est joli, on a l'impression que c'est presque un disque Supermood ou un groupe de musique. Ouais. Ce n'est pas un groupe de musique Supermood. Non, c'est un groupe de gens. Un groupe de gens. Ouais. Et qui s'aiment aussi. Et qui s'aiment, ouais, plus ou moins. Non, mais c'est important. Souvent qui s'aiment. Et souvent qui s'aiment. Ça se passe bien chez vous? Ça se passe très très bien, ouais. Philosophiquement d'abord, commençons. La bienveillance, c'est un mot qui a du sens pour un philosophe ou est-ce qu'on doit le remplacer déjà par autre chose? Pour commencer à savoir si on peut parler de management bienveillant. Est-ce que c'est le bon mot? Alors, pour un philosophe, oui, ça a du sens, puisqu'au départ, c'est en quelque sorte un concept philosophique. Et c'est un concept philosophique relativement récent, parce que la bienveillance a été thématisée 18e siècle, c'est les Lumières. Notamment, alors Kant en fait une maxime morale de première prime importance. C'est un philosophe qui s'appelle Hutcheson, qui est un philosophe écossais, c'est le représentant des Lumières écossais, qui en fait la maxime majeure de la relation, on va dire, éclairée. Voilà ce que dit Hutcheson, c'est une affection qui vous porte à désirer le bonheur de notre prochain. C'est ça la bienveillance. Donc c'est vouloir... Dénué de vision religieuse, juste pour que... Ah oui, tout à fait. C'est vraiment d'homme à homme. C'est vouloir le bonheur de son prochain. Et c'est ce que répond d'ailleurs Kant, aime ton prochain comme toi-même. Bon, ça a été dit avant, Kant. Mais, oui, Kant n'était pas arrivé le premier. Voilà. Donc voilà, donc c'est une notion clé de la philosophie des Lumières. Et au centre de cette notion, il y a quelque chose qui est très important, c'est le désintérêt. C'est une relation désintéressé. C'est ce qui forme l'amitié, par exemple. L'amitié, c'est une relation bienveillante, désintéressée. Je vous arrête juste là parce que je me tourne vers vous et je vais vous donner la parole, mais bienveillant, désintéressé, mais est-ce que la structure même de l'entreprise, liée par son contrat, vient pas justement, pour faire un peu de philo, se heurter à cette idée désintéressée? Je signe un contrat, j'ai un salaire, on me rémunère. On a du mal là à faire rentrer le mot bienveillance, puisqu'on est dans le rapport de contrat. Tout à fait. Ça dépend comment on voit l'entreprise. On peut la voir comme quelque chose de très, très transactionnel. Je travaille pour me nourrir. Ou quelque chose de j'appartiens à un groupe pour quelque chose de plus grand. Et donc là, on le voit vraiment dans les différentes cultures d'entreprise que ça peut complètement passer d'un côté ou l'autre de la balance. Mais on a basculé où il y a encore plusieurs mondes qui cohabitent, c'est-à-dire un monde où on va travailler pour se nourrir et parce qu'on fait le job, et puis il y a un autre monde qui peut-être qui est là et qui dit moi je viens pas bosser, je viens m'épanouir, je viens grandir, je viens trouver des amis, je viens presque trouver l'amour, quoi. Quelque chose de très intrinsèque. On nous le demande beaucoup. Est-ce qu'il y a un lien entre l'engagement, la bienveillance et la productivité? Et la réponse est ça dépend du contexte. Quand on est un cadre sup à la défense, oui, souvent c'est un lien très fort. Par contre, si vous travaillez en centre d'appel dans la Creuse où vous avez qu'un seul employeur, finalement, qu'il soit bienveillant avec vous ou pas, ça a peu d'impact sur votre rétention. Parce que de toute façon, si vous voulez changer de travail, il faut déménager à 200 km. Donc là, on est piégé, pour le dire simplement. Là, on est plutôt piégé. Donc ça dépend des contextes. Juste, Élodie Molossa, coach en développement, comment vous vous situez? Est-ce que ce mot, d'abord la coach, que vous êtes la praticienne, vous l'utilisez? Parce qu'on l'utilise là autour d'un plateau, d'une manière un peu philosophique, mais dans la vraie vie, quand il y a de l'accompagnement, est-ce que ce mot, vous le mettez sur la table? Oui, absolument. Absolument, je le mets sur la table, j'en parle parce qu'en fait, la bienveillance, c'est aussi une valeur, en fait. Une valeur qui est défendue comme la loyauté, le respect, etc. Et aujourd'hui, on voit énormément de salariés, on accompagne énormément de salariés qui veulent être dans une conciliation vie pro, vie perso, dans laquelle ils vont s'épanouir. Donc, en fait, si je viens au travail, je peux être tout autant épanouie dans ma vie professionnelle que dans ma vie perso. Et la bienveillance, en fait, y contribue pleinement. Mais juste, quand même, Mathias, c'est un peu comme pour les enfants.
Parfois, on peut être un parent très aimant et bienveillant, mais aussi, on peut dire aussi à son enfant, non, ça, tu ne pourras pas télétravailler. Et c'est pas pour autant que je ne suis pas bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux bien être bienveillant, mais je dis pas oui à tout dans la bienveillance. Justement, ça pose plein de problèmes parce qu'en plus, dans management bienveillant, il y a management. Et management, c'est l'art de diriger des équipes, l'art de mener les hommes. Et quand on mène les hommes, à un moment donné, on n'est pas forcément toujours bienveillant parce qu'on veut que ça avance. Donc déjà... Ah oui, si c'est pas un oxymore. Mais il y a une chose qui est intéressante sur la notion d'intérêt, c'est que, en fait, cette notion de management bienveillant qu'on utilise, ça arrive dans les années 2010. Hein. Ça fait grosso modo 15 ans qu'on parle de ça. Il y a eu beaucoup de entreprises libérées qui amènent aussi un peu cette idée-là. Ça n'arrive pas, pas par hasard. Ça arrive justement par intérêt. Pourquoi? Parce que ça se gâte, hein. Parce que Kant dit l'inverse. Oui, mais justement, mais les entreprises sont des écosystèmes philosophiques qui s'ignorent et qui consomment énormément de discours, qui consomment et qui produisent d'ailleurs du discours et du concept. Pourquoi ce concept de management bienveillant arrive, grosso modo, au début des années 2010? Tout simplement, il y a deux raisons majeures. La première, qui est très importante, c'est l'arrivée des millennials, qui sont des digital natives, sur le marché du travail. Or, ces millennials, ils sont habitués à des relations horizontales. Le management top-down, un peu vertical, avec je décide, tu exécutes, voilà, ça fait fuir les millennials. Donc ils recrutent mal, donc ils se réadaptent. Donc il faut réinventer un narratif autour du management. Ça, c'est un narratif et une pratique. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'au moment des années 2010, arrivent les premiers procès pour harcèlement moral. Exact. Il y a eu du Orange, il y a eu tout ça. Donc là, il y a une vraie remise en cause sur la direction des hommes et sur, pareil, le discours. Et il faut forger des outils. Kevin Bourgeois, vous êtes au cœur de cette problématique parce qu'il y a quand même quelques chiffres qu'on avait sélectionnés. 42% des cadres considèrent la bonne ambiance comme facteur de changement de travail. Donc inversement, si je ne suis pas dans un contexte de bonne ambiance, je me barre. Oui. Ça, c'est la première chose. Et 31% des salariés heureux sont 31% plus productifs, ce qui va sans dire. Là, j'amène une autre idée, un peu cynique. L'idée de l'utilité. Bah oui, c'est soit bienveillant parce que tu verras, tu créeras plus de valeur. Exactement. Et les chiffres le démontrent. Les chiffres le démontrent et on voit que dans nos sondages, donc sur 400 000 personnes environ, on a 4 sur 5 de mes collègues sont bienveillants avec moi-même ou mon manager est bienveillant avec moi-même. Donc les collaborateurs en général se sentent quand même dans des environnements bienveillants. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les sous-leviers de cette bienveillance, le sens, les valeurs, etc. Et là, on est beaucoup plus bas. Donc il y a parfois... donc c'est un fake. On est bienveillant parce qu'on n'a pas trop le choix, quoi. C'est plus quelque chose en fait de très relationnel. Et quand on creuse, on se rend compte que les entreprises ne sont pas des structures très bienveillantes de par leur construction. On en revient à ma première question. Oui. Exactement. Et c'est ce que vous disiez. La structure de contrat n'amène pas la bienveillance. Non, exactement. Elle amène à la peur de l'autre. Non, c'est les personnes en fait qui amènent la bienveillance. On est d'accord, c'est l'être humain dans la boîte. L'être humain dans la boîte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin en fait que les managers soient formés en fait sur tous ces sujets. Exactement. Et qui apportent en fait, voilà, donc le comportement bienveillant. Je prends en compte la situation. Concrètement, c'est quoi? Parce que vous en avez des milliers d'exemples. Vous avez des milliers de managers que vous formez, à qui vous donnez, je dirais, des contre-exemples ou des. C'est quoi un management bienveillant? Je vous donne un exemple concret. On fait un webinaire sur la neuroatypie, donc la neuroatypie, les hauts potentiels, l'autiste Asperger, etc. Et en fait, j'ai un manager qui se connecte parce qu'en fait, lui, il semble avoir repéré au sein de son équipe une personne qui serait neuroatypique. On n'encadre pas un neuroatypique HPI ou TDAH. Classiquement. Voilà comme on encadre le salarié. Non, mais je voulais être plus concret. Ça veut dire quoi? Ça passe par des mots, ça passe par une posture de visage, ça passe par une façon cool de gérer le temps de travail. C'est ça la bienveillance? Absolument, oui. La prise en compte en fait de la réalité quotidienne aussi de son collaborateur. Donc ma posture, ma communication verbale, non verbale, on dit que 80% de la communication est non verbale. Mon comportement, l'attitude. Voilà, absolument. Mais va y contribuer. Dire non au télétravail, monsieur le philosophe. Est-ce que c'est être bienveillant ou est-ce que c'est être sévère, autoritaire et vieille école? Quand on, ça dépend. Alors, ça dépend. Je peux pas. Oui, c'est ça. Ça dépend parce qu'en fait,
quand Non, mais on peut entendre mon manager n'est pas bienveillant. Quand on prend justement la littérature autour du management bienveillant, on s'aperçoit que, alors c'est les 7 clés du manager bienveillant, les 10 secrets du manager bienveillant, c'est ça. On s'aperçoit qu'il y a un peu tout et n'importe quoi, enfin pas tout et n'importe quoi, mais qu'il y a beaucoup de choses et que on demande un peu au manager d'être à la fois Jésus, Bouddha, Gandhi, un peu Socrate aussi. Voilà. Et puis directeur financier et assistant social. Et donc c'est compliqué, même pour le manager, c'est un peu lui compliqué. sous pression. Ouais. Et il y a une notion clé qui revient, par contre, c'est l'écoute, être à l'écoute. Alors, à l'écoute de quoi? À l'écoute des désirs, à l'écoute des problèmes, à l'écoute des envies, à l'écoute de la situation Donc ça veut dire laisser de la place à l'autre pour s'exprimer. Ouais. Et quand on prend le nuage de mots qui vient autour de bienveillant, il y a empathie, il y a reconnaissance, il y a bien-être, bien sûr. Feedback. Feedback. Exact. Voilà, les retours. Le retour. Ces choses. Supermood, de votre côté, quels sont les messages clés que vous faites passer aussi aux entreprises? Parce qu'on a compris qu'il y avait une nécessité humaine, je dirais éthique, presque physique. Il y a une nécessité pour créer de la valeur, puisqu'on voit les chiffres sont assez clairs. Mais à quel moment on remet des cadres? Parce qu'il y a au même moment des jeunes millennials qui disent moi j'aimerais bien avoir un cadre, j'aimerais bien avoir un papa, un grand-papa qui m'accompagne, qui me guide. C'est compliqué ça aussi. On leur dit déjà, pour définir le cadre, il faut écouter ce que veulent les millennials, pas que les millennials, par exemple. Bien sûr. Parce qu'il y a que les millennials qui veulent du sens, mais non, en fait, les seniors dans les entreprises veulent tout autant du sens. Absolument. Parce qu'ils sont plus dans les mêmes moments de carrière. Ouais, ils sont un peu livrés eux-mêmes, c'est ce qu'on entend. Exactement. Puis ils ont prouvé beaucoup, donc maintenant ils sont plus en haut de la pyramide de Maslow. Et donc on écoute et ensuite on édifie des règles. Alors on dit souvent on quitte pas une entreprise, un mauvais manager. Moi, je préfère on quitte une entreprise qui laisse des mauvais managers dans son entreprise. Pour associer les deux, vous dites qu'il n'est pas tout seul, ce manager. Il est dans un environnement. Et donc, juste un mot. Les managers, est-ce que c'est un vrai débat pour vous qui les rencontrez, et vous qui les étudiez, et vous qui les accompagnez, de ne pas lâcher prise, d'avoir peur de lâcher prise? Parce qu'en fait, la bienveillance, elle est aussi liée au fait qu'on veut tout contrôler, on veut tout surveiller, on veut tout voir. Et le collaborateur dit, mais il n'est pas bienveillant, il est toujours sur mon dos. Ouais. C'est ça qu'on entend. Le manager, il est entre le marteau et l'enclume. Il a aussi une direction au-dessus de lui qui lui demande du chiffre, de la rentabilité. Et du reporting. Etc. Et du reporting. Et en fait, il doit aussi gérer tout un groupe de personnes qui doivent atteindre un objectif et en même temps prendre en compte en fait leur réalité de vie quotidienne, se positionner, écouter. Effectivement, c'est une réalité. Télétravail, bienveillance, ça se marie là, parce que j'évolue un peu, la société a évolué. C'est plus compliqué d'être bienveillant lorsqu'on est en télétravail, parce qu'on est plus loin, donc ça génère des angoisses supplémentaires. C'est différent. La communication déjà est surtout écrite ou vocale, et donc on perd ce côté 80% de regard, visuel, main. Regard. Ouais. Exactement. Donc faut beaucoup former les managers à la communication. Mathias, il y a même des pratiques dont on s'aperçoit après coup qu'elles sont vecteurs de bienveillance. Oui. Par exemple, le mentoring ou le reverse. On en fait sans le savoir, en fait. C'est ça. Ouais. C'est celui qui fait du mentoring, qui prend un jeune et qui lui explique, ou dans l'autre sens, ça peut marcher en reverse mentoring aussi. Forcément, ça implique de la bienveillance. Donc, la bienveillance, finalement, j'ai envie de dire, elle devrait, entre guillemets, être naturelle d'une certaine façon. Bah oui, évidente même. Mais quand même, ça vient du top manager, parce qu'on parle des managers intermédiaires qui sont formés. Les DRH, à 34%, envisageaient de former les managers au management à distance avant la crise Covid, donc de fait impliquant l'idée qu'on les manageait différemment. Mais on entend parfois des DRH qui vous disent, mais moi, mon top manager, mon patron, il n'est pas du tout aguerri à ces questions-là, il est vraiment dans l'autorité. Et je galère. Je vois réagir. Mais c'est une réalité. Je vis juste là. Absolument, absolument. C'est en fait la culture d'entreprise. Mais en fait, ça date pas d'aujourd'hui. On a vu Henry Ford changer sa manière de faire. C'est le patron qui donne aussi la couleur. Absolument. Non mais ça c'est important, vous chez Supermood. Comment on touche le top manager? Déjà on fait réaliser au patron ce qui se passe. Par exemple, il y a une grande mode du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur c'est super. Et vous faites poser au patron 2 questions à son entreprise. 1, est-ce que en tant que salarié je sens que j'ai le droit à l'erreur? Et 2, est-ce qu'on me pousse à l'innovation, à apprendre, à oser? Souvent, on pousse à oser, oui, 5 sur 5. Mais pas à l'erreur. Est-ce que j'ai le droit à l'erreur? Non. Ça marche pas. Et donc ça, on est dans un système de règles où si je me plante, je suis humain. C'est ose mais ne trompe pas, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Ça, avoir bien défini ce qui se passe quand je me trompe et à quel point j'ai le droit de me tromper, ça fait partie aussi d'un système qui est bienveillant.
C'est-à-dire que les règles sont claires et donc j'avance pas dans le flou. Mathias. Il y a une chose, c'est que ça pose la question de l'humain. Et en fait, on s'aperçoit que tout à l'heure, il y a la question du contrôle qui a été évoquée. Et effectivement, on peut évoluer très rapidement vers ce que Gilles Deleuze appelait une société de contrôle, mais à l'intérieur même d'une entreprise. Et Qui est un danger, hein. oui, c'est un vrai, bien sûr. c'est un vrai danger. Et en fait, l'entreprise va devoir vraiment se poser la question de l'humain et de la peur de l'humain. C'est-à-dire, vous travaillez avec des psychologues, par exemple, on a besoin de psychologues. Je vais même dire, on a besoin de philosophes au sein des entreprises, parce que les entreprises sont travaillées par des questions de temps, de désir, de pouvoir, de toutes ces choses-là. C'est un grand paradoxe d'ailleurs. On n'a jamais autant parlé de bienveillance et on n'a jamais eu autant besoin de psychologues, de philosophes pour nous faire regarder le monde. Incroyable. On est Parce qu'on est peu obligé. conscient. Bah oui, parce qu'on ouvre les yeux, quoi. On est obligé de réinjecter de l'humain, et la science, les sciences humaines, à un moment donné, ça passe aussi, par une chose que vous connaissez bien, la parole. À un moment donné, on a besoin de se parler et de savoir comment se Et parler. de s'écouter, hein, Et je de leur dis. s'écouter. C'est important. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette idée? C'est qu'en fait, on est en train d'ouvrir tellement grand les yeux que l'entreprise, elle doit évidemment muter. Les Ouais. salariés sont mûrs, ont une sorte de Absolument. maturité sur ces sujets. L'entreprise doit muter parce qu'en fait, les salariés d'hier ne sont pas les salariés d'aujourd'hui. En fait, leurs préoccupations ont changé et leurs besoins, leurs désirs de carrière, de s'épanouir aussi a évolué. Donc en fait, l'entreprise doit s'adapter, ça ne l'empêche pas de rester cadrante. Je serais bien resté plus longtemps avec vous parce que ce sujet est passionnant. On a démarré par la philo, puis on est rentré sur des sujets éminemment concrets. Merci à vous trois, merci à Kevin Bourgeois, CEO de Supermood et qui éveillait les consciences de l'intérieur avec Sur des feedback. études sur les feedbacks et des études extrêmement La donnée, intéressantes. Évidemment, Mathias Leboeuf, on peut vous lire où J'écrivais chez Dirigeants en ce moment. Je suis en train d'écrire des bouquins sur la société de contrôle, justement. Eh bien, c'est passionnant. Donc, Vous voilà. reviendrez nous en parler. Merci Mathias, docteur en philosophie, et vous l'aurez compris, spécialiste de ces questions autour du travail. Merci à Elodie Molossa, coach en développement personnel et d'entreprise chez Ma Bonne Fée. Et voilà. Merci à vous trois, et on se tourne vers Fenêtre sur l'emploi, évidemment, pour parler d'agriculture. C'est un peu la saison, c'est le salon de l'agriculture avec l'avenir de cette profession et de tous les métiers de l'agriculture, et il y en a beaucoup. C'est tout de suite.